Aujourd'hui, j'ai 39 ans et comme beaucoup de Calédoniens, je suis en surpoids. J'ai toujours été habitué à manger riche et gras depuis mon enfance. Mais à partir de l'âge de 30 ans, j'ai commencé à ralentir mes activités physiques et à prendre du poids. Après quelques régimes sans grand succès, je suis retombé dans cette dépendance alimentaire qui ne me convenait plus. La nourriture industrielle, les sodas sucrés, les fêtes abusées entre amis. J'ai eu envie d'arrêter tout cela. Je savais que si je continuais à cette allure, je finirais certainement par contracter une maladie. D'ailleurs, mes indicateurs sensoriels m'avertissaient d'un certain mal-être. Dans un monde instable, imprévisible, où la notion de respect tend à se perdre de plus en plus, j'avais besoin de sortir temporairement du système pour me retrouver avec moi-même et dans la nature. C'est en octobre 2015 que je décide de passer à l'action en me préparant à jeûner. Je rencontre tout d'abord des professionnels de santé afin de comparer mon état avant et après le jeûne et je fais aussi appel à des coachs en développement personnel. Je lis des ouvrages et visionne des documentaires sur le jeûne et la malnutrition. J'avais besoin de conditionner mon esprit avant de passer à l'action en février 2016. Date à laquelle j'allais, par la même occasion, rendre hommage à mon père lors du 120e anniversaire de l'arrivée des engagés javanais en Nouvelle-Calédonie. Le 31 décembre 2015, histoire de marquer le coup et démarrer ainsi 2016 sur de bonnes bases, j'ai décidé de boire de l'alcool une dernière fois avec les copains. Et c'est à la fois que j'ai fêté la fin de mes abus. C'est là-bas que j'ai rencontré David, qui m'a informé de son futur jeûne organisé avec ses amis au mois de janvier prochain. Je suis donc parti en observation à Ploum, dans la commune du Mont-d'Or, chez Blue et Plume, un couple très sympathique qui a décidé de vivre en dehors du système, au plus près de la nature. 6 personnes s'étaient réunies pour jeûner ensemble. La durée de jeûne variait en fonction de chacun, 3, 5 ou 7 jours pour les plus motivés. Je les ai tous interrogés sur leurs intentions et leurs motivations. Tout comme les films ou les ouvrages que j'avais lus sur le sujet, leurs expériences m'ont donné des pistes de réflexion pour préparer au mieux mon aventure de 2 semaines. C'est ton premier jeûne à toi, David, en plus. Ouais, c'est le premier jeûne. Première expérience. Première expérience, alors c'est quoi qui t'a donné envie de lancer là-dedans? T'en as entendu parler depuis un petit moment déjà? Ouais, je me renseigne un petit peu là depuis quelques temps déjà. Chose que j'avais envie de faire, mais pas tout seul non plus. Donc le fait qu'il y ait une petite énergie commune pour faire ça, c'était l'occasion. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, quoi. On vit dans une société où on accumule beaucoup de choses, donc. En fait, moi, un truc que je vois, c'est qu'on va mettre en marche des processus d'auto-guérison, de régénération de certaines cellules, que l'on ne met pas habituellement en place parce qu'on mange tout le temps. On pourrait même presque parler de suralimentation au lieu d'alimentation. D'ailleurs, si on pouvait avoir une alimentation plus vivante que ce qu'on a actuellement, je pense que ce serait un truc intéressant. J'étais dans un moment de transition et je pense que j'avais besoin de temps pour moi. Ça faisait un moment que j'étais intéressé par ce type de pratique, très curieux par rapport aux effets. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas. Pour moi, jeûner, c'est permettre à son corps physique, à notre âme, à notre esprit de s'alimenter d'une nouvelle lumière, en fait, d'une nouvelle nourriture. Pour moi, le jeûne, c'est permettre de remettre les compteurs à zéro, en fait. Je vais rentrer dans un processus de vidage de mon corps, un peu comme si je cherchais à évacuer tout ce qui est superflu, toutes les graisses que je voudrais enlever, toutes les choses un peu nocives, l'alcool que je peux consommer, et voilà, tout ça déjà ça va. J'ai l'impression que ça va partir. Surtout que le plus dur c'est le début. Plus le temps passe et plus le corps s'allège. Donc on va dire la première semaine ça va être la plus dure. Après la deuxième ça va s'alléger, la troisième elle va être carrément légère. On peut voir en fait déjà que sans manger, on va pas mourir, quoi. C'est pas parce qu'on mange pas une journée ou deux, voire même plusieurs. Déjà ça fait un peu cette croyance là elle disparaît, donc ça c'est intéressant de ce point de vue là. Et on se sent léger aussi. Après faut faire attention dans la manière dont on fait le jeûne. Je pense que c'est pas anodin et
Il faut beaucoup se renseigner avant, quoi. Mon alimentation, elle a déjà bien changé les 2-3 dernières années, hein. On mange beaucoup de produits du jardin. Je sais que je mange plus lentement, du coup des plus petites quantités. Je me rends bien compte que ça me nourrit tout autant, je suis autant en forme. Je m'écoute beaucoup aussi, donc je mange pas à heure fixe. Je fais pas mes 3 repas par jour comme il faudrait faire, comme on nous l'a appris. Et c'est vrai que le jour où on a repris à manger, donc moi en tout cas ça me l'a fait vraiment, c'est qu'il y a quand même plus de conscience dans ce qu'on mange, on prend plus le temps. Je pense que de manière générale, bon je pense que c'est peut-être une manière peut-être bouddhiste de voir les choses, on peut élever sa conscience et le fait de plus manger quoi que ce soit, de pas avoir toutes ces petites drogues qu'on a au quotidien. Ça te permet de se libérer de certaines choses et peut-être d'accéder à des pensées de meilleure qualité, qui sont plus pures, qui sont plus pleines de compassion, de belles choses. On est toujours qu'on soit dans la société ou non, parce que même ici, en vivant dans la nature, je sens toujours ce truc, il faut toujours faire quelque chose, il faut être toujours en action, il y a un truc qui ne peut pas nous lâcher. Et là, c'est de permettre un moment de grande pause pour juste écouter ce qui se passe dans notre tête, écouter ce qui se passe autour de nous. On est vraiment dans une nouvelle ère, les gens ont envie d'autres choses maintenant. Ça se ressent. On se sent un peu au pied du mur en fait dans pas mal de soins, de médecine. Les gens ils sont plus très bien dans leur peau. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche pour ceux qui se posent des questions. Moi j'ai découvert que on nous proposait que des mauvaises façons de se nourrir et ça en a découlé sur un mode d'alimentation différent en réduisant par exemple la viande sans devenir végétarien, juste en réduisant la viande, en allant chercher des produits ailleurs que dans les supermarchés, en ne prenant que des produits frais. Mon alimentation a quand même beaucoup changé. Puis le magasin, quand je rentre dans un magasin, il n'y a rien qui m'attire, quoi. Avant d'entamer mon jeûne, j'ai fait 2 semaines de diète et d'exercice physique. La première semaine, je réduisais simplement mon alimentation du soir. La semaine suivante, je mangeais essentiellement des fruits et des légumes, tout en buvant de l'eau de coco qu'Adrien avait cueillie pour moi au coin du beach. Lui aussi avait déjà jeûné, seul et pendant 3 semaines. Pendant cette préparation, j'avais décidé de faire un stage découverte à la ferme de Nondoué de Nambéa, à 20 km de Nouméa. Chez Ludo et Quentin, des apprentis permaculteurs très motivés qui m'ont initié à l'agriculture biologique. Cette étape était pour moi indispensable dans ma préparation au jeûne. Il me fallait progressivement sortir de la société de consommation et retrouver les valeurs sûres de la terre. Là en nurserie, là, en été, on met quasiment tout en pépinière. Là, donc on a chouchine, tomate, salade, fenouil, aneth, ambrevade. Il y a quasiment tout ce qu'on plante. Pendant ma 2e semaine de diète, j'ai fait la connaissance de Lucie, une vacancière française sur le territoire qui désirait faire cette expérience avec moi. Je l'ai donc embarquée dans mon aventure. J'avais alors un compagnon et une personne pour m'assister dans la réalisation du film. Regarde comment elle est belle celle-là. Ouais. Magnifique. Et en plus on a de quoi faire, regarde. On manque tout ce qu'on a pour notre diète. D'accord. Et puis le surplus, on va certainement troquer avec d'autres personnes qui ont par exemple de l'ananas ou autre, justement pour pouvoir diversifier notre alimentation avant le jeûne.
Ça le fait, hein? Donc on va manger ça avant de commencer le jeûne. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Ça se gère. On se voit après mon jeûne? Carrément. Dès que j'aurai bien perdu celui-là. Hein? Ah, il va disparaître celui-là, mon avis. C'est clair. Il y a de quoi faire en plus. Hein. 20 ans d'expérience hein, dans la. C'est bon. Tu vas Voilà. souffrir. Dans la fiesta. Attends, faut se relâcher. On fêtera ça après, quoi. Après le jeûne, une grosse fiesta. Voilà. justement. Et non, c'est pas le temps. Pardon. Allez, viens, viens. C'est dans la commune de Canala, à 2h30 de route de Nouméa, que nous sommes partis 3 jours chez Basile et sa femme Pauline. Je voulais, auprès d'eux, m'initier à l'agriculture traditionnelle kanak pour la préparation de mon jeûne. Fort sympathique, ces vieux nous ont accueillis les bras ouverts et ont partagé avec nous un peu de leur savoir. À leurs yeux et à ceux de tous les Kanaks, dans le potager, les plantes sacrées sont l'igname et le taro. L'igname représente l'homme, la force et la virilité. Le taro représente la femme, la fécondité et la vie. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'ils ont décidé de faire la coutume, pour que ce symbole de vie nous accompagne tout au long du jeûne. De notre côté, nous avons fait un geste avec des fruits et des légumes, comme les anciens le faisaient par le passé lorsque le manou, le tabac ou encore l'argent n'existaient pas encore sur le caillou. C'était là aussi le but de mon jeûne. Non seulement sortir de la société pour apprendre à communiquer avec la nature, mais aussi revenir aux origines, à la façon de faire d'autrefois. Masa kene mai ei kota me ene khori u nduku na jete me mo khori mo pambang ko mo pije me ku akare ngondu be esa me kamia ndo no mo wale na kai kwe hitiro be pambang wale to nam ko ma kamia me to mindane ci khule amen. Pour Lucie, la chanceuse arrivée en Nouvelle-Calédonie depuis à peine une semaine, c'était sa toute première coutume. Elle avait eu le grand privilège de recevoir lors de celle-ci ce grand geste sacré de la culture kanak, le taro. On pense aujourd'hui réinventer l'agriculture en se tournant vers le bio ou la permaculture, mais au final c'est des choses qui se faisaient avant l'agriculture chimique et c'est bien, il faut se retourner vers eux, quoi, apprendre d'eux. Enfoncer là comme ça, Voilà. et après Tu je enfonces avec remonte. ta main, voilà. Et en même temps de l'autre côté j'enfonce. Tu vois, pour tenir le. Ouais. Tu tiens le sable, là, comment on appelle? Comme ça. Ah comme ça. Comme ça. D'accord. Tu enfonces En même temps. en même temps. Ah ok. Tu vois? Tu comprends? Ouais. Tout ça c'est le manger pour les plantes alors. Ah, c'est le manger pour la terre. Et la terre Ouais, la donne terre. aux autres, voilà. Ah oui, c'est de manger pour la terre et la terre elle donne aux plantes. Ah, Ça, des coquillages, Et puis du sable. Voilà. Et puis de la terre. Et tu enfonces. Ça tombe pas. Voilà. Voilà. Là, c'est comme ça. Là. Et voilà. et voilà. Ah, c'est fini. Fier, fier, celle qui a fait son tarot d'eau. Yeah.
Une bonne papaye avant de faire de l'exercice physique, il n'y a que ça de vrai. En 2 semaines de diète, j'avais perdu 4 kilos. C'est reparti pour moi. Si je veux préserver ma santé et gagner en longévité de vie, il faut que je m'active. Vous avez vu ça? Coca-Cola il s'est mis à l'eau. C'est un bon celui-là. À notre arrivée chez Plume et Blue, nous avons pris notre tout dernier repas avant le jeûne. C'est le tarot que Basile et Pauline nous avaient offert, symbole de force et de vie, que nous avons choisi de manger pour commencer cette nouvelle aventure. Ça, c'est l'évolution, ça. C'est lors de ce dîner que j'ai découvert l'alimentation en pleine conscience. Cette pratique consiste à manger dans le silence, sans discuter, en mâchant longuement, pour apprécier au mieux la nourriture tout en ressentant de la gratitude pour ce repas. Grâce à cet exercice, les aliments ont un contact plus prolongé avec la salive, ce qui permet à l'estomac d'avoir moins d'efforts à fournir pour sa digestion. Ce tarot kanak me donnait l'impression lorsque je le mangeais d'être déjà en partie purifié de mes impuretés, même si je n'avais pas encore jeûné. Le lendemain, je suis parti seul en pèlerinage dans les anciennes mines de Goro, dans l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie, là où mon père, d'origine indonésienne, avait travaillé dès son arrivée dans les années 30. C'est le 16 février 2016 que mon jeûne a commencé, date symbolique pour moi, c'était le 120e anniversaire des engagés javanais en Nouvelle-Calédonie. Mon père prenait de nombreux médicaments et en souffrait beaucoup. S'il avait connu le jeûne, peut-être ne se serait-il pas empoisonné de tous ces produits pharmaceutiques. Maintenant, c'est le tour de ma mère de subir les conséquences du système. Ça c'est pour demain. Ça de lait bran. Ça c'est pour les diabètes aussi pour toi. Ça c'est pour
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les jours, 7, mais tu comment? Moi, jusqu'à mourir, toujours boire. Jamais arrêté. Ça fait combien de temps que tu prends les médicaments? Oh, peut-être 5 ans. 5 ans déjà? Diabète, oui, c'est diabète. Après... Après mon pèlerinage à Goro, je suis retourné à Ploum pour continuer mon jeûne. Je me sentais beaucoup plus confiant et plein d'énergie pour faire face à cette épreuve. Car j'avais l'impression que mon père ainsi que les vieux Javanais, qui avaient travaillé dur pour construire ce pays, étaient avec moi dans cette aventure. C'était un gain d'énergie supplémentaire à celui du taro que j'avais mangé la veille. Te voilà en train d'enlacer un arbre. Tu sens que c'est un très vieil ami cet arbre, un maître même, un maître de sagesse. Tu l'entends te révéler un secret. Ouvre-toi et écoute-le. Là, une graine, celle de l'origine, qui détient l'histoire de la planète. Toi, tu en es le fruit, tu es le fils des éléments. Vois comme tes racines poussent depuis la nuit des temps. Alors, après ce long voyage dans les entrailles de la mère Terre, tu arrives enfin au centre, au cœur d'elle-même. Ici se trouve une source d'eau, une eau bien plus pure et cristalline que toutes les eaux réunies, aussi bruyante et puissante que toutes les étoiles de la Voie lactée. Tes racines, dans la grâce, l'élégance, le respect, toute l'humilité s'adressent à l'eau. Tu ressens une pulsation dans ta poitrine, un rythme qui te rappelle l'histoire de tes ancêtres javanais. Et pris par une douce transe, ton cœur danse. Boum, 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 tu es un arbre d'amour. Ton cœur est comme le bing-bang de l'univers. À chaque bing est le vide, la vacuité. Et à chaque bang, l'explosion de la sève de vie, de sang dans tout ton être. Cette chaleur immense au niveau de ton cœur t'offre la passion d'aller explorer plus loin encore le potentiel caché de ton être. Alors, vas-y, raconte un peu ton premier jour, c'est comment? Premier jour, ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop faim, j'ai eu une petite sensation de faim tout le long, mais rien de méchant. Et on a été se promener, ça s'est bien passé. On s'est plutôt reposé, on a lu, on a colorié. Non, c'était plutôt cool, mais ce matin, je me sens un peu sans énergie là. Ça, c'est ton deuxième jour là? Deuxième jour, ouais. Mais ça va, j'ai pas trop cette sensation de faim aussi qui reste très légère. Mais... Faut peut-être bouger pour pouvoir se réveiller un peu, peut-être, non? Peut-être, ouais, peut-être. Sans trop forcer, quoi. Ouais, sans trop forcer, c'est ça. Ouais. Ouais, moi aussi, je fais de la lecture depuis ce matin, essentiellement, et puis j'ai envie de bouger un petit peu. Ouais. On va voir après. Ouais, carrément. En plus, il fait beau, là, on va se nourrir du soleil. Ouais. Je pense que ça va nous donner de l'énergie. Ça gère. Ça gère la fougère. Nous avons passé la semaine avec un peu de fatigue. Nous restions la plupart du temps assis ou allongés. Nous nous occupions l'esprit en lisant des livres, en visionnant des documentaires, échangeant sur divers sujets autour du jeûne. Nous faisions aussi des séances de bien-être, de la marche ou encore de la baignade. Quant à la sensation de faim, nous en discutions souvent et il arrivait que nous nous taquinions à ce sujet. Penser à la nourriture était parfois désagréable. Je me souviens avoir eu du mal à m'endormir un soir en pensant à un repas copieux. Mais ces moments étaient surmontables car nous étions conditionnés à jeûner et nous formions une équipe. Ce n'est qu'au début de ma deuxième semaine que je me suis senti reprendre des forces. Mes mouvements étaient cependant plus lents,
mais j'avais l'impression que j'étais plus attentif dans ce que je faisais, plus lucide aussi. Mes nuits étaient relativement calmes, à l'exception d'un soir où mon sommeil avait été perturbé par un rêve étrange. Quant à l'eau que je buvais, j'y apportais une très grande importance car j'avais besoin d'une eau la plus saine possible pour assurer un bon nettoyage de mon corps. J'étais donc allé chercher de l'eau des sources du Mont d'Or que je bénissais par mes pensées pour lui donner un maximum de vertu. En effet, de récentes études ont pu démontrer que le fait d'envoyer des pensées positives à l'eau pouvait la rendre meilleure à la consommation. Avec Plume, notre prof de yoga qui est également une comédienne, nous avions fait une petite scénette avec des amis sur la thématique du jeûne, histoire de se divertir un peu et de garder le sourire. Il va pas signer, il est tombé amoureux, il a un cœur, il commence à s'éveiller, à comprendre le complot mondial, tu comprends, il commence à tout comprendre. On va le faire, on va le perdre, on va le perdre. La société, elle va chuter, la société, elle va chuter. Je sais, oui, mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, moi j'ai pas ménagé mes efforts aussi, hein. Enfin, en même temps... Les banques, l'hôpital, les pharmacies, les multinationales. Tu devras... Il commence à arrêter de manger de la viande, hein. Il commence à arrêter de manger la viande. Il arrête la viande. Il arrête la viande. Oh non, pas la viande. Oh, pas la viande, non. Et les vaches. Il boit plus de lait de vache, il veut boire les laits de sa maman. Mais c'est pas vrai. Tu comprends, il faut que tu manges, tu peux pas t'arrêter de manger. Viens, assis sur la table, c'est vraiment insupportable. Assis, écoute le docteur. Vous êtes un suppôt de la société de non-consommation. À ce point-là? Ouais, une honte. Vous me faites honte, c'est ça? Je crois pas. Non, là, vous devez vraiment vous ressaisir. Alors, vous allez sortir, je vais vous faire une ordonnance. Alors, vous allez prendre du soda matin, midi et soir pour vous retaper. Hein? Je vous dis ça tue lentement, vous n'avez rien à craindre. Ensuite, ça vous fait rire? Un petit peu quand même, parce que j'ai l'impression que le soda c'est pas bon pour la santé, mais vous me dites qu'en fait Mais je vous dis que c'est... Oui, vous avez un peu raison, c'est vrai, là j'ai lu, tiens, soda... En fait c'est meilleur que le jeûne. Nouvelle-Calédonie, soda hyper sucré... Oui. Bon, ça tue un petit peu plus vite que le soda d'ailleurs. Enfin, bref, ça nous laisse le temps. À vous et à moi de se revoir. Sans arrêt, on va se revoir. Bonjour, Monsieur Ishna. Bonjour. Voici ma carte, appelez-moi. Nous avons bien ri de notre inconscience de consommer autant de la société, de notre faiblesse d'esprit à être des esclaves du système. Artiste avant tout, j'adore moi aussi faire la comédie, écrire des nouvelles, raconter des histoires, laisser courir l'imagination pour avoir toujours plus de créativité dans ce que j'entreprends. Fin de la première semaine, Lucie reprend son alimentation. De mon côté, j'entame ma deuxième semaine de jeûne sans que sa nourriture me perturbe réellement. Elle avait alors perdu 6 kilos et moi 9 kilos. Donc Lucie, elle nous quitte demain, malheureusement. Ouais. Fin de son jeûne. Heureusement qu'il y a une relève. Et la relève s'appelle Juliette. Salut. Donc, J'en suis à mon deuxième jour de jeûne. Ouais. C'est difficile aujourd'hui. Hein. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais plus du tout de force. J'avais l'impression que ça travaillait énormément dans mon ventre. Et puis, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, on est parti se balader avec Sari. On a fait une marche d'une heure, on s'est baigné. Et là, ça m'a redonné de l'énergie. Et voilà. Et ça va beaucoup mieux. Ah ouais, ça va carrément mieux, rien à voir. Oh non. Ouais. Cool. Juliette avait fait 3 jours de jeûne. Quant à moi, après mes 2 semaines, j'avais repris progressivement la nourriture et je me sentais totalement nettoyé de l'intérieur. J'avais la sensation que mes artères étaient complètement débouchées, que mes poumons respiraient pleinement. Je me sentais beaucoup plus léger lorsque je pratiquais de l'exercice physique. Suite à cette aventure, j'avais décidé de faire de courts jeûnes d'une journée par semaine, avec une demi-journée de diète en amont et une demi-journée de diète juste après. Une sorte de piqûre de rappel avec pour idée de chercher à rééquilibrer considérablement ma nourriture les autres jours de la semaine et en réduisant ma consommation de viande. L'alcool et la fumette entre amis ne m'attiraient plus, tout comme le café que j'avais diminué. J'ai pour espoir maintenant que cela dure et que ce ne soit pas que passager.
À la sortie de mon jeûne, je retrouve les professionnels de santé et les coachs en développement personnel pour faire un bilan de cette expérience. J'avais plusieurs raisons de réussir ce jeûne. Tout d'abord pour ma santé, pour améliorer mon alimentation en mangeant plus sainement, réduisant ainsi mon empreinte écologique. Je ressentais également le besoin, en tant que reporter, d'expérimenter le jeûne dit thérapeutique et donner des pistes de réflexion aux professionnels de la santé et à ceux et celles qui désireraient tenter l'expérience du jeûne. Vraiment constater d'intéressant au point de vue ostéopathique, c'est cette différence dans le mécanisme respiratoire primaire, ce mécanisme de contraction et d'expansion qu'il y a au niveau du crâne, de toute la colonne vertébrale et du bassin, qui est quelque chose de très important en ostéopathie. Donc ce mécanisme respiratoire primaire, avant, il était assez difficile à aller percevoir, il était plutôt dans la rétraction, plutôt léger, il était assez petit dans l'amplitude, alors que là, juste après le jeûne, il est vraiment ample, ça vient tout de suite sous la main, les dilatations sont amples, les rétractions aussi, il y a vraiment un joli mouvement. Donc ça c'est vraiment flagrant. Et puis je dirais globalement dans toute la qualité tissulaire. Dans la qualité tissulaire, donc c'est vrai que c'est assez flagrant par le côté extérieur avec la qualité de la peau, mais vraiment aussi la qualité tissulaire de tout le système digestif, musculaire. Il y a une souplesse. Il y a une souplesse qui est assez marquante, et là je pense notamment à l'organe du foie qui, un de ses grands rôles, c'est vraiment de nettoyer le sang, parce que je pense que pendant ces 2 semaines il a vraiment le temps de s'occuper de ses propres cellules et de nettoyer le filtre en fait qui lui est en permanence en train de nettoyer notre organisme. Donc le jeûne couplé à tout le développement personnel et à tous les exercices que Sari a pu faire ont apporté beaucoup de bien, positif à toutes ces cellules. C'est super d'avoir fait le repos au niveau du corps et surtout de ne pas avoir abîmé finalement la masse musculaire. Contrairement à ce qu'on dit, on dit que le jeûne c'est mauvais pour la santé parce que ça abîme le muscle, alors que là finalement on voit bien qu'avec 30 minutes de sport maintenu par jour au niveau quotidien, il n'y a pas de perte au niveau musculaire, donc finalement on ne peut pas dire que c'était quelque chose de néfaste pour ton corps, sachant qu'en plus à la base tu avais quand même un taux de cholestérol qui était un petit peu au-dessus de la moyenne, que tu avais un surpoids au niveau de ton IMC, l'indice de masse corporelle, donc du coup c'est que du positif. Aujourd'hui tu es revenu sur un IMC normal, donc avec un poids à 81,8, donc c'est vraiment que positif au niveau du bilan total de ce que tu as fait sur tes 15 jours. La première fois que tu es venu, tu étais à 97,8 en termes de kilos. Ok. La semaine juste avant ton jeûne, quand on s'est revu, tu étais à 94,5 et aujourd'hui on est à 81,8. Donc ce qui te fait quand même 16 kilos de perdu sur le total depuis la première fois qu'on s'est vu. D'accord. Au niveau de ta masse grasse, tu étais à 7,35 et à 21 en muscles. Et là aujourd'hui tu es à moins 9,93. En gros ça veut dire que tu as perdu 17,3 kilos de masse grasse. Par contre, tu vois, la bonne surprise, c'est qu'au niveau du muscle, tu as quand même maintenu. Au final, tu étais à 21,04 et là, on n'est qu'à 20,23. Tu n'as perdu que 800 grammes en muscle. Donc, tu vois, on a vraiment puisé sur ta masse grasse. Finalement, ton muscle, tu n'as pas perdu tant que ça. Donc, c'est vraiment un bon signe. Moi, je pense que vraiment, j'aurais pensé que tu aurais perdu au moins 2-3 kilos en masse musculaire. Et tu vois, finalement, t'as pas tant perdu en masse musculaire. Au niveau de ton ventre, t'étais à 103 en termes de centimètres, et là on est à 86, donc t'as quand même perdu 17 cm sur le tour de ventre, donc ce qui est quand même énorme. C'est ta plus grosse perte. Au niveau du buste, on était à 98, et là on est à 88, donc moins 10 cm. Et au niveau de la cuisse, t'as pas perdu tant que ça, tu vois, t'étais à 65, et là on est à 62, donc t'as perdu 3 cm. Donc vraiment, on voit bien que là où ça a descendu le plus, c'est vraiment le ventre. Hein. Après 2 semaines de jeûne, on peut trouver quelques
constantes quand même qui ont varié. Bien sûr, le poids a perdu. Sur le bilan biologique, par contre, on voit évidemment que la glycémie, les sucres sont beaucoup diminués. Hein, c'est normal, pendant son jeûne, il a tapé dans ses réserves de glycogène, donc le glucose a été utilisé largement. Au point de vue graisse, le cholestérol a baissé, il était au-dessus de la limite supérieure normalement, pas énormément mais un petit peu, maintenant il est largement en dessous quand même. Les triglycérides c'est pareil, elles sont bien descendues. Mais autrement, bon, on a une perte du cholestérol, ça c'est indéniable, une perte des gras c'est indéniable, une diminution des sucres, ce qui est normal, et je pense que c'est assez concluant de ce côté-là. Autrement, les sels minéraux sont au minimum, ce qui est normal aussi, puisqu'il a consommé un certain nombre et qu'il n'a pas refait des réserves. Alors, pour le chèque des yeux, c'est curieux, il a gagné 1/10 sur chaque œil. Bon, c'est pourquoi pas, hein, et on peut peut-être expliquer ça par la lumière aqueuse qu'il y a dans l'œil, qu'il a peut-être un peu perdu, peut-être. Enfin, je m'explique mal, il faudrait peut-être voir avec un ophtalmo, là. Mais il a gagné 1/10 sur chaque œil. Après avoir médiatisé mon expérience, j'ai été débordé de messages. De nombreuses personnes désiraient jeûner. Je ne m'attendais pas du tout à de tels retours. Surtout de la part d'un sénateur coutumier qui était intéressé par ma démarche. Le jeûne là, que tu as partagé avec tout le monde en le faisant passer dans la presse m'a interpellé parce que je pense que c'est un moyen comme un autre de sensibiliser notre population générale, mais notamment dans le monde kanak, puisque moi je suis un représentant coutumier, par rapport à l'alimentation, par rapport au bien vivre. À 36 ans aujourd'hui, je constate de plus en plus que certains de mes camarades, certains de mes amis, certains membres de ma famille meurent de plus en plus jeunes par rapport à toutes ces problématiques de la mondialisation. Plus on guérira de gens, plus on permettra à certaines personnes de se retrouver bien, hein, laisser les médicaments et puis tout, être complètement guéri d'une maladie, on va dire, superficielle. Ça va amener les gens à réfléchir et puis à se poser et puis faire évoluer ça à l'échelle du pays. On parle de plan Marshall pour la coutume. Voilà. On a entendu parler dernièrement dans la presse, on parle de plan Marshall pour la santé. Donc ça pourrait faire partie du plan Marshall de la santé. Alors moi je pense que le jeûne pourrait être un sacré coup de pouce en fait pour l'amélioration en fait de la santé de la population. Le fait de dépenser moins d'argent en fait dont par exemple les évacuations sanitaires, les hospitalisations à longue durée, les prises en charge des longues maladies, ça n'arrêterait pas les choses, hein, mais ça pourrait permettre en fait d'atténuer les coûts. Parce que le jeûne a quand même la capacité en fait de régler des soucis qui entraînent de grandes maladies derrière. Vu le déficit en fait financier des couvertures sociales qu'il y a en Nouvelle-Calédonie au niveau médical, je pense que d'ici quelques années, on risquerait d'avoir le même système que d'autres pays où il faut s'assurer personnellement pour pouvoir être hospitalisé, être soigné. L'idée de ce jeûne-là est un tremplin formidable pour les gens qui veulent se recentrer en fait sur leur vie, sur l'intérieur, quoi, sur ce qu'ils sont vraiment. Vu les bienfaits tracés et évoqués par certains, qui en plus de le conseiller rendent leur témoignage parce qu'ils ont vécu l'expérience. Et donc c'est super encourageant de se dire qu'il est possible de le prendre en compte de ce point de vue-là un jour, dans le cadre d'une amélioration de la santé et d'économie pour les services de santé et tralala. Maintenant, est-ce que les services de santé ont réellement... J'imagine que oui, envie de faire des économies. Est-ce que les services de santé et le monde de la médecine a réellement envie qu'on aille mieux? J'ose caresser l'espoir que oui. Est-ce qu'un système qui nous dit que
qu'il prend soin de nous et nous protège au point de nous verbaliser 15 000 balles parce qu'on n'a pas mis sa ceinture de sécurité, pourquoi ce même système nous donne-t-il à manger des choses pas bonnes? On se pose tellement de questions, il y a tellement de contradictions, il y a tellement d'opposition dans le mode de fonctionnement du système, on ne sait plus qui protège qui et les intérêts de qui. Je voudrais vraiment que les pouvoirs publics prennent en considération ce genre de questions et ce serait surtout à eux d'y répondre. Déjà, avec ce que tu manges, c'est pas très sain. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prendre encore des médicaments pour taper ce mal-là que tu as mis dans ton ventre, qui est passé par ta bouche, que ton cerveau il a adhéré. Ah. Et en plus de ça, ton cerveau il adhère les médicaments qui sortent de la pharmacie, des médicaments génériques. Ah, qui ça craint, franchement. Ouais, la consommation, elle est... Pas qu'elle est abusive, mais elle est... C'est une consommation naïve, là, tu vois. On mange, on sait pas que c'est pas bon ou bon, c'est bon quand même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais pas citer les magasins, mais... Putain, tu te rends compte quand tu vas acheter le poulet congelé, là, mais il est mort il y a 5 ans, quoi. Il a été nourri dans des trucs... Ça arrive ici, et puis on nourrit nos enfants avec. Si vous voulez récupérer la Calédonie, les gars, mais il faut pas nous empoisonner comme ça, il faut bien discuter avec nous. Putain, c'est incroyable. Si ces genres de sujets ressortent actuellement dans l'actualité, c'est pas pour rien, c'est que ça se réveille, je pense. On est dans un système où on va au magasin et tout ce qui est au magasin n'est plus bio. Tu as quelques magasins où tu trouves du biologique, mais... Et puis même les fruits, les légumes, on ne sait pas d'où ça provient, on ne sait pas si c'est à 100% bio. Donc voilà, je dirais que je suis entre les deux. Mais je tends et j'aimerais manger bio et puis beaucoup plus sainement pour mon corps, pour mon esprit et puis pour la santé. Aujourd'hui, le monde est tellement malade avec les OGM, l'alimentation industrialisée, où on sait aujourd'hui qu'on consomme des poisons, on le sait, c'est ça qui est dramatique. On sait que le sucre blanc n'est pas bon pour la santé, mais que c'est une drogue, mais qu'en même temps, ça éveille, je veux dire, de ce qu'on appelle la dopamine, une forme d'excitation au niveau du cerveau, et c'est pas le corps qui a besoin et qui en demande de sucre, puisqu'en fait, on a le diabète et d'autres problèmes, je veux dire, avec un excès de sucre qu'il y a dans l'alimentation, mais c'est le cerveau qui est excité, au même titre quelqu'un va prendre de la cocaïne, etc. Donc c'est une drogue qui est légalisée, comme le tabac, comme l'alcool, voilà quoi. On ne peut pas l'accepter. Quand des parents sont dans la malbouffe, ils vont transmettre une hérédité à leurs enfants par rapport à des addictions, par rapport à des comportements, etc. Que ça soit au niveau génétique, biologique, de leur microbiote, etc. Mais aussi dans ce qu'ils vont leur montrer au quotidien, en fait. Et ça, c'est un héritage qui va se perpétuer de génération en génération, et les enfants, ils s'inspirent de l'exemple. Et je pense que les parents, s'ils aiment leurs enfants, s'ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde plus durable, meilleur et en meilleure santé aussi, ça va être quelque chose, ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Entre l'industriel, la surconsommation de viande, c'est terrible. On est en train de se saboter à la fois notre planète qui nous fait vivre, et à la fois notre santé. Et nos enfants, ils vont payer les pots cassés, parce que c'est eux qui vont vivre, et c'est eux qui vont récupérer les conséquences de nos actes, en fait. Tout le monde rêve de manger, mais plus sainement. Un maximum de légumes et fruits de la terre pour les enfants de nos enfants. Manger, mais plus sainement. Et penser même à un petit jeune, une fois par an, oui. Manger plus sainement. Un maximum de légumes et fruits de la terre pour les enfants de nos enfants. Manger, mais plus sainement. Manger plus sainement, ouais. Si t'es trop gros, si t'es trop gras, si tu t'aimes pas toi. Oublie tous les produits de Monsanto. Moi-même, et toi aussi tu l'aimes. Le bon et sucré Coca-Cola. Red Bull synthétique et chimique sympathique, il détruit ton foie. Cirrhose, tu connaîtras. Si tu aimes trop le bon vin que tu bois trop. Manger, oui, manger, mais plus sainement.
me said no, 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 no. No more mental slavery. Well, me said no, 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 no. Le documentaire est super bien fait, le fond, il n'y a rien à dire. Par contre, moi, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions aux politiques de ce pays qui construisent des Quick et des McDonald's à tout va. Hein. La politique de la santé, on vous mène derrière le Medipôle, on est en train de construire un autre Quick. Quel sens ça a? C'est un assassinat déguisé de la population, c'est quoi? Moi, j'aimerais en comprendre les fondements. Par contre, effectivement, vous avez des outils magiques. C'est formidable qu'en Calédonie, il y ait quelqu'un qui fasse un film comme ça, alors qu'en fait, c'est une initiative presque personnelle et qu'il n'y avait jamais rien sur le territoire, pourvu que ça ouvre des portes beaucoup, et qu'il y ait beaucoup de gens qui je dirais, focalisent sur leur alimentation. Surtout que les mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école arrêtent d'aller les chercher avec des Tulem et des Twisty tous les jours et on ne fera pas des enfants obèses. Bien entendu, on ne fait pas un jeûne que par rapport à l'alimentation. Pour ceux qui ont des problèmes de santé divers, entre autres une mauvaise gestion du stress au travail, des problèmes familiaux, d'addiction à des drogues et autres problèmes de société, le jeûne est un très bon moyen de se déconnecter de tous ces maux pour se retrouver idéalement seul dans la forêt, en totale harmonie avec la nature. Mais attention, cette thérapie ancestrale n'est pas anodine. Il est préférable de bien s'informer en amont si vous voulez vous lancer dans cette aventure. Quand on est en situation de détresse, très souvent, on va aller vers des plaisirs simples. Les plaisirs simples, ce sont les plaisirs alimentaires et donc tout ce qui va exciter les papilles au niveau de la langue vont être très appréciés des gens qui vont pas bien. Donc les gens qui sont stressés vont grignoter, manger trop, manger sans être concentrés sur ce qu'ils font et ça fait tout le lit de l'obésité. Donc il y a un lien très fort entre les soucis et l'obésité, mais aussi le niveau d'éducation, les catégories socio-professionnelles. La santé des Calédoniens, comme dans tous les endroits du monde où il y a un choc des cultures, où la culture traditionnelle est envahie par la modernité, par la facilité, par le plaisir, bien entendu, l'état de santé, du fait des maladies chroniques, est de moins en moins bon. La Calédonie n'échappe pas à ce phénomène. Et si on s'intéresse plus particulièrement à ce souci du surpoids de l'obésité, les chiffres ont été multipliés par 4 ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'en une seule génération, les chiffres ont véritablement explosé. Et bien entendu, la Calédonie paye un lourd tribut. Alors tout ça, ça a un coût humain bien sûr, mais aussi un coût financier. Et sur une année, c'est 100 milliards de francs CFP que coûte la santé au Calédonie. 100 milliards. Une somme colossale. Voilà, je suis arrivé à un point où j'ai pas trouvé ma place dans la société. Mais moi, je venais de ce système, c'est pour tout simplement me remettre en forme, apporter déjà du bien-être pour moi. Essayer d'arrêter un peu de consommer de la cigarette, consommer de la drogue, de l'alcool, tout ça, etc. Voilà pourquoi je veux jeûner. Et moi, je sais ce que je veux faire pour moi et puis mon pays, mon peuple, pour vous réveiller. Alors, on dit chez nous, on est wegelelo. Ou les jeunes, attention à ce qu'on mange. Voilà, nous, on est des petits cas, voilà, des cas comme ça. On a vécu les événements de hier et on continue de percevoir des événements encore d'aujourd'hui. Quand tu regardes bien, il n'y a rien qui change. Il n'est jamais trop tard, rien n'est gâché et je pense qu'on a toujours une jeunesse qui est quand même prête à s'impliquer. Il faut juste aller la chercher, il faut lui donner les moyens. Après, cette délinquance, elle fait beaucoup parler, mais la vraie question, c'est où est le cadre du bien-être dans notre société? Comment le créer? Comment faire en sorte à ce que les jeunes s'insèrent? Parce que moi, pour avoir été aussi au camp Est, travailler avec les détenus, moi, encore une fois, ce que j'y ai vu, c'est du potentiel humain. On n'est pas nombreux en Calédonie, on pourrait faire en sorte à ce que tout le monde ait sa place. Au-delà de ses vertus pour la santé,
Le jeune pourrait contribuer à réduire l'impact écologique de l'être humain sur la planète. Un jeune réveillé cherche à consommer plus intelligemment de la société. Il change peu à peu son mode de vie, tout en s'intéressant davantage à tout ce qui a rapport avec le développement personnel. L'homme est comme un arbre malade dont les fruits empoisonnent le sol qui le nourrit. Quand l'homme a cessé de s'adapter à son environnement pour adapter celui-ci à ses propres envies, il en est devenu son propre cancer. Les limites de la raison et du possible sont floues de nos jours, et la frontière de la sagesse a été depuis longtemps piétinée à nos risques et périls. Nous avons été jugés, rabaissés, humiliés depuis notre plus tendre enfance. Beaucoup de personnes maintenant devenues adultes sont à cause d'une éducation totalement inadaptée en mal-être de la société. Et pour les plus malchanceux qui ont subi de graves traumatismes psychologiques, sont tombés dans la dépression, ont contracté des maladies cancéreuses, ou pire encore, se sont suicidés. Le mal-être est partout et bien présent aussi dans les tribus de la Nouvelle-Calédonie. C'est un constat, une observation. Ça me fait mal au cœur de savoir que mon pays, là où je suis né, est en train d'aller droit dans le mur. Beaucoup de gens ne sont pas heureux dans la société et ont plus l'impression de survivre que de vivre pleinement leur bonheur intérieur. Ce fut le cas pour moi. C'est pour cela qu'après mon jeûne, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice, à la construction de notre pays, en imaginant à ma façon un monde meilleur pour demain. Pour cela, j'ai écrit avec des partenaires d'écriture un conte philosophique qui raconte les problèmes de notre société et qui propose des solutions pour demain. Il n'a pas la prétention de détenir la vérité absolue, mais au moins de donner des pistes de réflexion pour imaginer un monde meilleur pour demain. Aujourd'hui, on peut pas prétendre, par exemple, que l'éducation soit en phase avec les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les défis qu'aura l'enfant d'aujourd'hui à affronter quand il sera adulte. En tant que père de famille, je pourrais par exemple pas dire à mon enfant si tu travailles bien, tu auras un boulot. C'est impossible à dire parce qu'on est complètement dans l'incertitude. Aujourd'hui, quand l'enfant arrive, il arrive dans un monde où on lui présente le monde comme une arène dans laquelle il doit se battre pour gagner. Alors, compétitivité, etc. Et on a plus l'impression qu'on prépare des soldats de l'économie, bien plus que véritablement des êtres épanouis. Notre préoccupation, c'est l'épanouissement de la personne, avant d'aller vers sa fonction. Parce que si elle est épanouie, elle assumera sa fonction. Ah ouais, pour moi l'école, non, pas l'école d'avant et d'aujourd'hui, c'est pareil. L'amour, c'est une qualité. Et ça, on n'apprend pas à l'école, dans une école classique.
Là maintenant les gosses, quand tu vois sur Facebook, ils sont en train de se filmer, en train de se bastonner, tout ça, ça va se terminer, tout ça dans un mal-être quelque part. Ben, ça va faire plus de psychopathes, de schizophrènes, de malades mentaux, des kamikazes, des mecs qui vont inventer n'importe quoi pour faire péter n'importe quoi. Si on avait une école, on cultivait l'amour, des qualités comme ça, tu vois, ben, ce serait plus bénéfique, plus productif pour notre société. Il y aurait moins de délinquance. Ben, les notes, ça représente, moi je dirais une classification, comme tu marques le bétail, là, tu sais, où tu marques le bétail, là. Ah, celui-là c'est un brahman, celui-là c'est un... Ah non. Alors du coup j'ai été mal noté, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un zonard, quoi. Un chômeur qui travaille au noir, qui n'a pas un emploi stable. Mais je me dis, c'est quand même à cause de la société et de l'éducation classique que je suis devenu comme ça. Ao, mon copain Fouelos, lui, c'est un ami d'enfance des années collège. Un jour, il a pété un câble et il s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique de Nouville en soins intensifs. Un bon mec en plus, qui a la main sur le cœur et qui a désiré rendre témoignage de son mal-être de la société. Il aurait dû faire 2 semaines de jeûne avec moi. Mais bon, ça aurait été une autre histoire. Il y a un truc que je ne comprends pas dans la société qui cherche la performance. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une priorité dans le programme de nos écoles, l'apprentissage de la relation à nous-mêmes et de notre bien-être intérieur? N'est-elle pas censée être le pilier central de notre case en construction? L'école n'est-elle pas censée être un centre d'études pour l'épanouissement de l'humain, de la maternelle jusqu'à l'université? J'ai l'impression que le destin commun proposé par nos élus politiques de tous bords n'est qu'une utopie, et que le système actuel est un château de cartes totalement imprévisible, sur le point de s'écrouler d'un moment à un autre. Et pourtant, je reste persuadé que ces femmes et ces hommes ont dans leurs convictions profondes un désir immense de résoudre tous les problèmes de la société. Car au final, ils sont comme nous dans notre élan naturel, à vouloir la paix. Imaginez-vous que l'on aurait mis en place depuis les années 50 une option développement personnel dans les écoles. Une option aussi importante que le français, les mathématiques, l'histoire, etc. Si cela avait été le cas, je reste persuadé que le monde d'aujourd'hui serait complètement différent et nous aurions plus eu ces problèmes d'ego, mais plutôt une grande empathie envers tout le monde, de la bienveillance dans notre façon de communiquer, des êtres plus créatifs aussi, dotés d'une performance incroyable dans la société pour imaginer facilement le monde de demain. Ce qui veut donc dire au final, plus de délinquance en tout genre, que ce soit ici en Nouvelle-Calédonie, en France ou ailleurs dans le monde. Concernant l'éducation venant des parents, ils ont certes leur part de responsabilité, mais ils n'ont pas le mode d'emploi pour une éducation adéquate à donner à leurs enfants, comme pourraient les avoir les enseignants qui se spécialisent dans la neuroscience. Les parents nous apprennent ce qu'ils ont appris dans leur passé, en espérant faire le mieux qu'ils peuvent pour nous. Certes, le monde va mal, mais je suis confiant du grand changement actuel. Une révolution éducative est déjà en marche partout dans le monde et depuis peu, en Nouvelle-Calédonie, des écoles alternatives qui respectent la libre activité de l'enfant se sont mises en place et ça c'est bien cool, car leur plus grande des priorités est de cultiver le bonheur intérieur des enfants. Eh bien ça arrive. Il y a beaucoup d'écoles alternatives qui se créent actuellement parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de conscience de cette importance-là. Pour moi, c'est une transition. Les écoles alternatives, elles sont là aujourd'hui, mais ça arrive dans l'éducation nationale. Et ça arrive pas du haut, ça arrive de la masse. Aujourd'hui, les enseignants, ils sont des dizaines, des centaines, des milliers à vouloir faire changer les choses et à pas attendre d'autorisation pour le faire. En ce moment même, chaque mois qui passe, chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d'enseignants qui osent changer ça et qui font en ce moment, surtout en école maternelle,
un nouveau système où ils essayent, où ils se rendent compte de l'importance de la bienveillance, du mélange d'âge, de l'autonomie, du libre choix de l'activité, d'un système horizontal. Et c'est vrai, en ce moment, il y a beaucoup d'écoles alternatives, mais pas que. Pas que, c'est vraiment en train de prendre dans l'éducation nationale et c'est un sujet qui me passionne, moi, en ce moment. Mais je suis persuadée que ça arrive, ça y est, on y est. Et il ne reste pas grand-chose parce que ça vient du bas, ça vient des parents, ça vient des enseignants et que c'est physiologique, quoi. C'est biophile. Quand on a mis le pied là-dedans, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas en sortir. Parce qu'on le sent. On sent que c'est vrai, on sent qu'on est sur le bon chemin et que quand on a ce truc qui parle, on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas admettre qu'il n'y avait pas eu d'erreur qui était faite avant. Et c'est même pas un risque à prendre, c'est juste une évidence à suivre. Et c'est en train de se passer. Si on pouvait tout simplement permettre à l'humain d'être ce qu'il est, de ne pas l'entraver dans sa bonté, dans sa lumière, dans son autonomie, dans sa créativité. Ouais, on aurait des humains fabuleux de partout. Et on est en train de brider l'humanité dans ce qu'elle peut être en continuant à être dans des systèmes qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas physiologiques à l'être humain. Oui, le monde peut être différent si on change la façon d'être à l'enfant, évidemment. Pour aider un enfant à se reconnecter à ses rêves et à lui donner son plein potentiel, il suffit de ne pas l'entraver. Vous en pensez quoi? C'est vrai ce qu'elle dit, Laurine, qui est en plus l'une de mes partenaires d'écriture dans le livre du projet Big Bang. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Céline Alvarez, ancienne institutrice qui s'est en bonne partie inspirée de l'école Montessori, a mené de 2011 à 2014 une étude dans une école maternelle de Gennevilliers, placée en zone d'éducation prioritaire. Ces recherches, réalisées en partenariat avec le Centre national de recherche scientifique, auraient abouti à un développement impressionnant de la personnalité et des compétences cognitives des enfants. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre. On ne peut pas demander à un enfant d'apprendre dans un environnement stressant où il se sent jugé. On ne peut pas faire ça. Il n'est pas câblé pour ça. Le stress bloque complètement le processus d'apprentissage. Et l'école actuelle a été pensée en fait sur des idées, sur des traditions, sur des valeurs, et donc d'une manière idéologique et non pas sur une base scientifique, pensée à partir de la connaissance de la vie humaine. Et je crois qu'aujourd'hui le grand défi, le grand challenge de notre école, c'est de rentrer dans une démarche humble, scientifique, puisqu'aujourd'hui, on a cette connaissance-là. Il ne faut pas faire des réformes, il faut peut-être arrêter d'en faire, en fait, et il faut enfin pouvoir se mettre un petit peu en retrait et permettre aux enfants d'apprendre de la manière dont ils sont câblés pour apprendre, c'est-à-dire en faisant des choses qu'ils aiment, dans un environnement où on leur fait confiance aussi, et où on les guide, où on n'est plus là pour leur dire « tu dois apprendre ça parce que moi, je l'ai décidé et que le programme dit que tu dois le faire ». Il faut un socle commun, il faut ça, il faut un minimum. Mais ce minimum-là, il est dépassé, mais en quelques mois, quand on laisse les enfants apprendre selon leur mécanisme biologique, en fait. Vous avez conscience, Céline Alvarez, on rentre dans une période électorale, que quand on parle de l'école, on ne parle jamais de ce sujet-là. On ne parle jamais de l'école à travers ça. C'est vrai. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je suis là et que je continuerai à porter ce message tant que je pourrai le faire, parce que c'est fondamental. Il faut aujourd'hui qu'on dépasse les débats politiques. Il faut on peut plus se permettre de petites améliorations pour nos enfants. C'est important. Aujourd'hui, on n'en parle pas souvent à la télé, mais il y a 40% d'enfants qui sortent du CM2 avec des acquis qui sont trop fragiles et qui les empêchent d'avoir une scolarité normale au collège. Et quand je parle de ces 40%-là, il y a les 60% d'autres qui... sont-ils vraiment épanouis? D'accord, ils ont peut-être des bons résultats à l'école ou des résultats moyens, mais est-ce qu'ils sont vraiment épanouis? Est-ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont généreux? Ils ont vraiment développé des qualités sociales et morales? Je ne sais pas.
Durant toute mon adolescence, on m'a souvent aussi pris pour un moins que rien, car je sortais totalement du cadre du système scolaire, vu que j'étais de nature très timide et rêveuse. Du coup, je me suis retrouvé en CLIS, c'est-à-dire dans une classe pour enfants en difficulté, ce qui n'a pas arrangé les choses, car je me suis senti davantage dévalorisé. À l'âge de 39 ans passés, après avoir pris beaucoup de retard dans mon épanouissement personnel, j'ai décidé de faire ce long jeûne de 2 semaines pour me détoxifier de tout ce mal-être que j'avais pu emmagasiner. C'est à la suite de cette expérience dans la forêt que m'est venue l'idée de sortir ce film Révélation, ainsi que le tome 1 du projet Big Bang. Jadis, le paradis était sur Terre. Le jardin d'Éden se trouvait dans la vallée du Génie, située au fin fond de la chaîne calédonienne. Les hommes y vivaient en tribus, comme des dieux, pouvant créer tout ce qu'ils imaginaient. Un jour, l'homme, Dieu, de la conscience immuable, a fait l'erreur de se croire supérieur à la femme, déesse de l'énergie en mouvement. En brisant cet équilibre, l'humanité a créé sa propre malédiction. Elle a oublié son pouvoir créateur divin et s'est enfermée dans le conflit. À l'aube du XXIe siècle, des artistes du nord de la Nouvelle-Calédonie, perdus dans le mal-être de la société de consommation, cherchent à donner un sens à leur existence. Ils décident alors d'éveiller leur conscience et de se réunir dans cette vallée oubliée par les ancêtres pour y créer un centre culturel d'un nouveau genre. Pour ce faire, leur mission sera d'imaginer l'avenir pour faire évoluer l'humanité vers son plein potentiel, en écrivant une histoire dans un livre magique qui a le pouvoir de matérialiser les écrits dans la réalité. Ce livre, c'est celui que vous tenez entre vos mains. Ce fameux Dieu dont on parle dans ce conte philosophique est en fait le Dieu qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui est notre véritable nature. Peu importe le nom que vous lui donnez, on revient toujours à la même source, c'est-à-dire à Mère Nature. J'ai choisi le nom de Dieu dans ma fiction, non pas parce que je suis dans une religion, mais tout simplement parce que j'adore regarder quand j'ai le temps, des films ou des livres fantastiques qui m'inspirent beaucoup dans mon monde imaginaire. Ayant une spiritualité agnostique, je pars du principe que je ne sais pas ce qu'il y a dans l'univers et même au-delà. J'ai marché, voyagé de mes peurs. Tout ce que je souhaite maintenant en tant que jeune du pays, même si j'ai 40 ans passés, c'est que l'épanouissement personnel et la santé de tous puissent devenir de véritables fondamentaux pour la société calédonienne d'ici 15 à 25 ans. Et que d'ici 3 générations, soit 75 ans, nos descendants puissent devenir des êtres très évolués mentalement pour qu'ils aient de grandes facilités d'adaptation dans leur monde qui aura considérablement changé. On est effectivement dans le prolongement de l'appel à contribution écrite l'an dernier, donc tu as obtenu un prix. Et donc, un des objectifs en 2019, c'est rentrer dans une logique d'accompagnement. Donc, ça serait effectivement intéressant qu'on arrive à distinguer par rapport à l'ensemble de ta démarche, qu'est-ce qui peut intéresser le plan jeunesse en termes de mise en œuvre et que tu formules une demande d'aide financière, sachant qu'il y a un appel à projet là, qui est en cours pour matérialiser tout ça. Les projets futuristes ne me choquent pas parce que il faut anticiper demain, il faut avoir des idées pour demain parce que c'est les idées d'aujourd'hui qui vont faire le monde de demain. C'est ce qu'ont pensé nos prédécesseurs qui ont construit la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut des gens qui pensent à demain et qui pensent à long terme, c'est-à-dire vraiment à très long terme. Parce qu'on sait tous que notre société actuelle basée sur le capitalisme, sur une économie qui est délétère, elle va s'effondrer plus ou moins rapidement, que derrière il y aura d'autres choses et ces choses-là peuvent prendre des chemins innombrables. Et l'idéal c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui pensent à tous ces chemins innombrables pour qu'on puisse vraiment en tirer la quintessence et en faire quelque chose de beau, quoi. Je pense que ce concept il est carrément viable parce que tout un chacun dans notre monde, tous les humains, toutes les femmes, tous les hommes ont des idées pour l'avenir. On pense sans cesse à l'avenir, qu'est-ce qui va devenir de nous demain,
qu'est-ce qui va advenir de notre société, comment vont vivre nos enfants. Donc en fait, ce concept, il est forcément viable puisque tout le monde le vit. Tout le monde le vit à travers ces questionnements sur le futur. Big Bang, c'est la naissance de l'univers, l'origine de l'univers, avec une soupe d'énergie primitive qui est vraiment contenue dans un seul point et qui d'un seul coup explose, va créer les galaxies, la matière, l'énergie, la gravitation, toutes les énergies qui régissent l'univers. Et je pense qu'il n'a pas appelé cette saga pour rien, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir de rien, toutes les énergies sont concentrées en un endroit. C'est vraiment les consciences de chaque écrivain qui explosent, qui vont commencer à créer des univers qui s'entrecroisent, s'entremêlent, et à la fin, il faut que ça devienne quelque chose de beau, parce que l'univers est beau, et ce qu'a envie de faire Sarri, c'est quelque chose de beau, qui va vraiment décrire notre futur et une société idéale dans laquelle on veut vivre. C'est à force de rêver l'excellence dans la création que j'ai fait la rencontre d'une perle rare en Nouvelle-Calédonie. Anaël Wunsch, un jeune docteur en astrophysique de passage sur le territoire qui est venu à l'une de mes conférences. On a sympathisé et quelle fut ma grande surprise quand il m'a dit qu'il est aussi musicien et écrivain perché du matin au soir dans son monde des étoiles. J'ai trouvé cela trop fort, cette rencontre qui est un beau cadeau venu de l'univers, tout comme ma rencontre aussi avec le docteur Baudin, qui est une renommée internationale dans la médecine énergétique et qui est lui aussi romancier. Tous deux ont accepté volontiers d'être des partenaires d'écriture de la saga philosophique du projet Big Bang pour rêver le monde de demain dans la bienveillance des uns et des autres. Je pense que la prochaine révolution, ce sera dans notre cœur. Ce sera une révolution de l'amour. Et là, je le dis toujours aux personnes, comprenez bien, au travers de ce qu'on a dit, c'est notre pensée n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 20 ans, parce que ça aurait été complètement utopique. Mais aujourd'hui, on a des capacités intellectuelles qui sont très très fortes et qui n'ont jamais été aussi fortes. Donc notre pensée est très forte. L'amour est l'énergie la plus puissante. Et cet amour, combiné avec notre pensée et notre intention, elle est capable de transformer notre société. Chacun peut travailler sur cet envoi de l'amour dans la société, aux dirigeants, etc., pour remonter leur niveau vibratoire et faire ainsi que leurs décisions soient utiles à l'ensemble de la population et non pas à certains, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, et en fait, je me suis aperçu que partout dans le monde, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'une chose, il veut qu'être en paix, il veut être heureux, il veut avoir sa petite famille autour de lui, il veut avoir un toit sur la tête et de quoi manger dans son assiette. Et s'il a ça, il est heureux. Et oui, la révolution de l'amour est en marche. Et nous avons décidé, avec une bande d'amis, d'organiser pour la Journée mondiale de la paix une journée câlin gratuite. Ça s'est passé le samedi 23 septembre dernier. D'abord au marché de Nouméa, puis à la place du Moaka lors de la fête de la citoyenneté, pour ensuite finir sur la baie des Citrons et au grand parc du Réciving. Monsieur Tortue n'est pas venu tout seul, il est venu avec toute son équipe. Alors toute son équipe que vous voyez là, ils vont faire des câlins. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais ils vont faire des câlins à tout le monde. Donc voilà, je vous demande de les accueillir bien comme il faut et surtout avec des câlins. Aujourd'hui, c'est la journée pour la paix. Nous fêtons la citoyenneté, mais nous devons la fêter dans la paix. Donc voilà, Oleti, merci à vous de câliner Monsieur Tortue et toute son équipe. Oleti. Les câlins, ils sont gratuits, les câlins. Bon, paraît qu'on n'est pas obligé de s'aimer pour faire un travail, mais par contre, quand il y a des câlins, c'est le moteur pour faire le travail. Donc voilà, c'est ça le morceau. Et puis du coup, le petit message, c'est continuer à faire des câlins partout. Le pays, il a besoin d'amour aussi, donc du coup, il faut faire des câlins partout. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time.
is short. This is our fate. I'm yours.